très très loin d'ici, puisque du côté de Bernay, dans l'Eure. Bernay, c'est à 80 km à peu près, peut-être même moins, hein, jusqu'à Bernay, par un certain Auguste Meudry, qui était en quelque sorte le père de ce que l'on pourrait appeler la voltige à la française. Auguste Meudry s'était dit, on est aussi après-guerre, les avions qui... Bon, Jean-François le rappelait tout à l'heure, la voltige est née presque en même temps que l'aviation au début du siècle dernier, que l'on voyait évoluer lors des premières compétitions internationales. Le pilote était donc Doric Froment, pilote de ce Caprice basé à Bernay. Grégory Froment dans le 7. Défiez-vous, vous pourrez passer vos tours. Deux pilotes à l'avant, et puis il avait installé ce qui était totalement révolutionnaire pour l'époque, un galet, un petit office, une sorte de mini-cuisine où l'on pouvait faire réchauffer de l'eau, préparer quelques plats, et c'est ainsi qu'est né aux États-Unis le transport aérien commercial, disons, moderne. C'est le premier avion sur lequel les compagnies d'assurance, d'ailleurs, ont accepté d'assurer des passagers signe que quelque chose était en train de changer, quelque chose était en train de se passer. Et puis la guerre est arrivée, on s'est aperçu que le DC-3 était un véritable camion volant, on en a donc construit près de 13 000, et on s'est servi du DC-3 pour transporter des milliers de soldats. Et après la guerre, des milliers de DC-3 ont été stockés dans les déserts américains, en particulier en Arizona où le climat était très sec. Et là, toutes les compagnies aériennes du monde entier sont venues faire leur marché pour relancer cette aviation commerciale. Et en particulier, puisque nous évoquions Air France à l'instant avec Grégory Froment, une petite équipe d'Air France passée par l'ambassade des États-Unis. Cette petite équipe était arrivée donc, en Arizona avec un bon pour l'achat de 24 DC-3. Ils étaient tombés sur un officier installé dans une sorte d'Algeco de l'époque. Le gars visiblement très arrosé, enfin reconnu. Il attendait le client dans son Algeco en plein désert d'Arizona, et avec leur nom dans sa petite équipe d'Air France, et bien l'officier qui n'avait daigné se lever pour les accompagner jusqu'au DC-3 leur avait dit tout simplement allez vous servir, choisissez les 24 avions dont vous avez besoin. Cette petite équipe d'Air France avait fait tri, ça avait duré plusieurs semaines. Et ils avaient ramené ces DC-3 au congé, et c'est ainsi que Air France et d'autres compagnies mondiales ont pu renaître après-guerre. Les Anglais de British Airways, les Allemands de la Lufthansa, les Italiens d'Alitalia. Et c'est ainsi que le transport aérien tel que nous le connaissons aujourd'hui, non plus avec les hélices, mais des réacteurs. C'est un avion extrêmement fiable, le DC-3, facile à entretenir. On change un moteur en moins de 2, ça se pose partout, c'est quasiment indestructible. C'est confortable. Et dans sa version militaire, on pouvait y mettre beaucoup de choses, des soldats, une jeep, un obusier. Il y en a beaucoup, plus de 13 000, je vous le disais, construits à travers le monde. Et c'est devenu un allié très précieux lors du débarquement de 1944 sur les plages de Normandie. Il y en a beaucoup qui volent dans le monde aujourd'hui, près de 300 à travers le monde. Quelques-uns en France. L'AFA, l'aviation civile américaine, s'en était d'ailleurs émue à une époque, c'est pas si vieux que ça remonte à une vingtaine d'années, en disant, écoutez,
Cet avion est beaucoup trop vieux, donc comme il est beaucoup trop vieux, c'est un avion dangereux. Elle avait donc pris un DC-3, l'un des plus anciens encore en service, et puis les ingénieurs de la FAA, les scientifiques notamment des avions, avaient essayé de casser les ailes, de les tordre dans tous les sens, finalement en vain. Et le représentant de la FAA, donc, de l'aviation civile américaine, avait appelé Douglas. Les ingénieurs de chez Douglas leur avaient payé le champagne et leur avaient remis un document assez exceptionnel qui certifiait que le DC-3, tant qu'il était entretenu normalement, tant que le moteur était changé, tant qu'on vérifiait que tout se passe bien, eh bien, était un avion qui n'avait pas de limite de vie. Et c'est le seul avion de toute l'histoire de l'aviation à avoir ce privilège. Le DC-3, ce n'est pas un avion, c'est un véritable monument. C'est un mythe, le DC-3. On en a vu équipé de ski également, à disposer en Antarctique, on en a vu équipé de turbines. Et donc en France, quelques particuliers en possèdent, dont Alain Battisti, DC-3 qui fut également utilisé donc, sur des théâtres d'opération dans le Pacifique, en Birmanie, en Russie. Il a transporté des pilotes français du Normandie et même, notamment lorsque cette session fut un symbole, une icône pour aller plus loin. Et pratiquement toutes les compagnies du monde ont possédé des DC-3 après-guerre. Le DC-3 qui a écrit les plus belles pages modernes et ouvert la voie aux avions monocouleurs de type Airbus A320 ou 737, donc en quelque sorte il est le père. Cet avion donc a été mis en œuvre par l'association un DC-3 sur la Normandie, construit en mai 45 et régulièrement utilisé. Il fut utilisé par la reine d'Angleterre en version faire un charme assez nostalgique